Bonjour à tous. Désolée de ce petit retard, on a eu quelques soucis techniques. On espère que ça va pas poser de problème par la suite, mais du coup, on commence un peu en retard, on est vraiment désolé pour ça. Je suis contente de vous retrouver, aujourd'hui pour une présentation sur l'immigration, et sur, comment embaucher, des travailleurs étrangers au Canada. Donc que ces travailleurs étrangers soient encore à l'étranger justement ou qu'ils soient déjà au Québec. Il y a pas mal de démarches à faire quand on, veut recruter à l'étranger. Donc là, le but de cette présentation, c'est vraiment de vous donner les bons réflexes, à avoir, en rapport avec les règles d'immigration quand on fait, l'embauche d'une personne qui n'est ni, canadienne, ni résidente permanente du Canada. L'idée, c'est aussi de vous montrer comment nous, on peut vous aider en tant que professionnels puisque, forcément, c'est notre métier et notre expertise, pardon. Donc on va vous donner des pistes de réflexion, des notions de base sur les permis de travail et le fonctionnement, des démarches pour obtenir un permis de travail, justement. Juste une petite information, c'est vrai que tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est donné à titre, d'information générale. Donc faut pas prendre pour acquis forcément ce que je vais vous dire et l'appliquer comme ça à un cas que vous pourriez avoir dans votre entreprise. C'est sûr que, nous, on serait content de faire une consultation avec vous, d'échanger avec vous, justement pour, vraiment analyser le cas en question et vous aider dans tout le processus, d'immigration pour, vos employés ou vos futurs, employés justement. On est censé justement être accompagné de maître Mélanie Couture qui est avocate en immigration et qui a énormément d'expérience, près de 20 années d'expérience. On a un petit souci, donc je ne sais pas exactement si elle va pouvoir, nous rejoindre, mais c'est pas grave, au pire on aura quand même le même, contenu. Et puis si jamais après, on de toute façon, on a prévu des périodes de questions et on pourra se remettre en contact par la suite, si jamais vous voulez entrer en contact avec elle, spécifiquement. Alors, juste pour vous présenter, sommaire, si mon ordinateur veut bien. Oui, c'est bon. Là, c'est juste pour vous expliquer un peu comment va se dérouler la présentation. Donc tout d'abord, on va voir pourquoi on recrute un travailleur étranger. Déjà, quel est, l'objectif? C'est vrai qu'il y a beaucoup de cas différents qui peuvent amener au recrutement d'un travailleur étranger et ça va nous permettre de donner vraiment le contexte de la présentation. Puis pour vous, illustrer, les règles de manière un peu plus intéressante pour vous, on va vous présenter 2 cas fictifs. L'objectif, c'est que vraiment, vous puissiez, comprendre les bons réflexes, mais sans que ça soit trop, ennuyant. Donc on vous présente 2 cas fictifs différents avec chacun leurs enjeux et leurs règles différentes qui vont s'appliquer. Si vous avez des questions par rapport à ces cas et aux règles dont on a parlé, lors de la présentation de ces cas-là, on aura une période de questions. Puis, puisqu'on ne peut pas l'ignorer et qu'on est en période de pandémie, on va faire un point sur les mesures spéciales, par rapport à la pandémie Covid-19, que ça soit les mesures pour l'entrée au Canada, mais aussi les politiques qui ont été mises en place, par le gouvernement pour faciliter les démarches, au vu des complications qui ont été, entraînées par la pandémie. Puis on aura une deuxième période de questions si jamais il nous reste, des questions après ça. Donc pourquoi on recrute un travailleur étranger? Comme je vous le disais tout à l'heure, peut avoir beaucoup de cas. Ça peut être une pénurie de main-d'œuvre. C'est quelque chose qu'on connaît beaucoup, au Canada, au Québec et en particulier à Montréal. Les TI, les jeux vidéo, tout ce qui est médical, les enseignants, c'est voilà, il y a une pénurie et on ne peut pas l'ignorer. Et si on veut continuer à effectuer nos activités en tant qu'entreprise, des fois, c'est vrai qu'on a besoin, de faire, appel à des travailleurs étrangers. Une autre raison, ça peut être un transfert intracompagnie. Donc, par exemple, vous travaillez dans une grosse entreprise multinationale, une entreprise, par exemple, dont le siège social est au Brésil, et qui veut envoyer, je ne sais pas, une consultante en recrutement, par exemple, parce que c'est pas évident à trouver, ou un cadre de direction, au Québec, à Montréal, dans la filiale de Montréal, pour y travailler. Ça peut être aussi, l'ouverture d'une filiale au Canada. Par exemple, une société française qui veut ouvrir une filiale au Canada, qui, ne connaît pas vraiment le marché local et veut garder, vraiment un lien avec, le siège social et quelqu'un qui connaît déjà le fonctionnement, ils peuvent, lors de l'ouverture de leur, filiale, au Canada, envoyer par exemple quelqu'un qui travaille déjà dans le siège social en France pour, occuper le poste, de directeur général, de VP ou tout autre poste, pour lancer la filiale.
Ça arrive aussi que des fois, on ait besoin d'un profil, très, très pointu, avec des connaissances très pointues, très spécialisées ou avec, des voilà, une expérience qui va être, compliquée à trouver sur le marché local. Je pense par exemple à des personnes qui vont, parler des langues spécifiques ou qui vont avoir une expérience de travail sur un marché différent, par exemple le marché asiatique ou africain ou peu importe, mais vraiment quelque chose qui est très spécifique et qu'on va pas pouvoir trouver, au Québec. À ce moment-là, c'est tout à fait possible de recruter à l'étranger. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est simplement parce que chaque cas va faire l'objet, d'une analyse différente. Ça, c'est important à savoir, c'est que vraiment, en fonction de tous les critères, qu'on va avoir lorsqu'on va recruter un travailleur étranger, on va devoir faire une analyse différente et en fonction de cette analyse, on va arriver à, un permis de travail et à des démarches qui seront bien spécifiques. Parce que comme vous devez le savoir, si on recrute un Canadien ou un résident permanent, il y a rien à faire, on a le droit de recruter, mais dès qu'on sort de ces 2 cas-là, il faut se pencher, faire l'analyse et déterminer la procédure applicable. Donc c'est justement ce qu'on va essayer de faire avec les cas fictifs qu'on a, maintenant. Donc le premier, c'est Sandrine qui est ingénieure logiciel. Juste pour vous lire le cas, donc c'est la banque du potager qui est située au Québec. Elle souhaite embaucher Sandrine, qui est française, mais qui habite, actuellement aux États-Unis, où elle travaille en tant qu'ingénieure logiciel. Sandrine, elle va être accompagnée, de son conjoint de fait, Jean et de ses 2 enfants qui ont 8 ans et qui a, 19 ans. Donc là, la question, c'est, comment on procède? Forcément, comme je vous disais, c'est vrai que la première étape, ça va être, l'analyse. Donc, en premier lieu, on va devoir recueillir les informations importantes, pour la procédure. Ces informations importantes, on va en recueillir auprès de l'employeur et auprès de l'employé. Donc l'employeur, ça va être une description de poste, le titre de poste, les conditions de travail prévues comme le salaire, l'horaire, les avantages sociaux, etc. Et tout ça, ça va nous permettre de déterminer le type de poste selon la classification nationale des professions, qui est un peu comme un annuaire géant de toutes les professions. Et c'est la détermination pardon, de ce poste dans cette classification qui va avoir une grosse incidence sur la procédure qu'on va choisir par la suite. Donc ça, c'est les infos dont on a besoin auprès de l'employeur, puis c'est vraiment déterminant pour la procédure. Auprès, du travailleur, on va aussi avoir besoin d'autres informations comme, des documents de base comme le passeport, de chaque membre de la famille pour vérifier les dates d'expiration, le curriculum vitae, les diplômes, et vérifier aussi, l'expérience de travail antérieure. Parce que forcément, quand vous offrez un emploi à un travailleur, à un ressortissant étranger, il faut s'assurer que cette personne soit qualifiée par rapport au poste que vous lui offrez, sinon, il y a peu de chances que la demande soit, acceptée et fonctionne. Donc ça, c'est des choses importantes qu'il faut, avoir dès le début pour pouvoir qualifier la procédure et donc c'est bon, pour vous en tant qu'employeur de connaître, ces notions-là. On va aussi poser et ce sera peut-être le cas aussi pour vous en fonction des règles locales, des questions concernant l'admissibilité, pardon, c'est pas facile à dire. L'admissibilité, on peut se demander, ce que c'est et pourquoi c'est important. C'est vrai que c'est pas une notion qui est connue de tout le monde. En fait, le Canada, quand il va, regarder, les demandes qui lui sont faites, va regarder plusieurs notions et vérifier que, les personnes que le pays admet, ne présentent pas de risque pour, le gouvernement, pour le Canada, pour les citoyens, pour les résidents permanents. Et il y a 2 choses principales qu'ils vont regarder, c'est, tout ce qui est en rapport avec la criminalité. Donc est-ce qu'il y a des antécédents là-dedans? Et tout ce qui est en rapport avec la santé. L'objectif pour la santé, c'est de vérifier que la personne ne va pas, ramener et puis ça c'est très très actuel en ce moment, mais ne va pas ramener des problèmes de santé qui pourraient, poser un risque pour le reste de la population ou alors même qu'ils ne vont pas ramener un problème de santé qui, pour le coup, pourrait poser ce qu'ils appellent un fardeau sur le système de santé canadien, justement parce que, si c'est, des soins de santé qui demandent un investissement financier important de la part du gouvernement, c'est pas forcément, quelque chose qu'ils ont envie d'autoriser, une personne qu'ils ont envie d'autoriser sur le territoire. Donc ça, c'est quelque chose, d'important aussi à vérifier, en tant que professionnel en immigration et ça se fait en posant la question, déjà en, demandant dans certains cas où c'est nécessaire les certificats de police et également, éventuellement
subir des examens médicaux. Ça, c'est nécessaire dans 2 cas, soit si la personne habite dans un pays, qui fait partie d'une liste spécifique ou si, la personne souhaite travailler dans certains domaines comme la santé ou avec, les enfants, par exemple. Donc ça, c'est vraiment, une chose, importante. Ensuite, une fois qu'on a recueilli, toutes ces infos, qu'on sait que la personne va a priori être admissible au Canada, bah, là, on va se poser la question, quelle est la catégorie la plus appropriée? Déjà pour laquelle la personne est éligible, mais aussi qui va être la plus rapide, la moins coûteuse, en tout cas la meilleure pour nous en tant qu'employeur et aussi pour l'employé. En fonction des objectifs qu'on a, hein, on peut peut-être être très pressé par le temps et de ce fait ne pas se soucier du coût ou à l'inverse, justement le coût c'est un facteur très important et c'est pas grave si la procédure est plus longue. Donc ça va vraiment dépendre de vous, vraiment de ce qui est important pour vous, dans le cadre de l'embauche de cette personne. Donc là, on va regarder toutes les informations dont on a parlé, avant. Le type de poste, la rémunération, la nationalité peut jouer, vraiment un gros, peut vraiment jouer dans la procédure, et donc on a, des procédures par exemple qui sont plus rapides, mais plus coûteuses et avec des engagements comme, la procédure de l'étude d'impact sur le marché du travail du volet des talents mondiaux. Ça, c'est une procédure qui a été mise en place il y a quelques années, qui est hyper intéressante parce qu'elle permet de vraiment accélérer le processus à la fois de IMT et à la fois du permis de travail. Mais par contre, c'est quand même assez coûteux, puis ça demande des engagements forts pris de la part de l'employeur, pour, justement créer des avantages sur le marché du travail comme, l'embauche de ressortissants canadiens, la formation, l'embauche de stagiaires, l'augmentation des bénéfices et cetera. Il y a d'autres procédures qui sont beaucoup plus simples, mais qui sont incertaines, puis pas ouvertes à tout le monde. C'est le cas notamment, de la procédure jeunes professionnels ou du programme vacances-travail que vous connaissez, peut-être. C'est des procédures qui ne sont ouvertes qu'à, certaines nationalités comme la France, la Belgique, l'Espagne, beaucoup d'autres nationalités qui sont limitées dans le temps et qui sont incertaines puisqu'il y a, des quotas en fait pour ces procédures-là. Donc tout va dépendre. Puis après, on a aussi, d'autres procédures qui découlent en fait d'accords bilatéraux entre, les pays. Donc on a, par exemple, de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, via lequel on peut avoir des facilités, d'immigration pour certaines professions, bien déterminées et c'est pour ça justement qu'on vous disait que déterminer le poste et la nationalité, c'est vraiment les choses très, très importantes parce que typiquement un Américain qui va être consultant en gestion, par exemple, va pouvoir bénéficier de cette procédure simplifiée. Justement, dans le cas de Sandrine, parce que c'est un peu, l'objectif de ce cas fictif, quelle est la procédure la plus appropriée? Pour elle, ça va dépendre de l'entreprise, mais nous, ce qu'on va recommander, c'est quand même une EIMT volet talents mondiaux. L'avantage, c'est clairement que ça sera plutôt rapide. C'est vrai qu'avec la covid, les délais ont été ralentis, puis je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir remarqué ou au moins en avoir entendu parler. Mais c'est quand même beaucoup plus rapide qu'une procédure, plus classique, on va dire. Après, comme on a dit avant, c'est plus, un peu plus complexe à préparer, plus coûteux et plus d'engagement à prendre en tant qu'employeur. Après, la question qu'on se pose, c'est comment on fait maintenant? Une fois qu'on a déterminé, la procédure, qu'on a toutes les infos, comment on fait? Bah, la première étape forcément, ça va être la demande de IMT. C'est une demande qu'on fait auprès du gouvernement, fédéral. Puis si on est au Québec, on fait aussi une demande de sélection temporaire en parallèle. Ça, c'est l'étape numéro 1 qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la procédure. Pour un volet talents mondiaux, en principe, 2 semaines, c'est un peu plus long, parfois, mais en principe, c'est 2 semaines dans 80 des cas. Ensuite, on passe à l'étape, de la demande de permis de travail. Pour la demande de permis de travail, il y a 2 options. C'est soit on fait une demande en ligne une fois que l'EMT est acceptée, soit on fait une demande au point d'entrée une fois que, la demande est acceptée. La demande au point d'entrée, elle n'est possible déjà que pour certaines nationalités, donc les nationalités qui sont exemptées de visa et elle est aussi pas possible malheureusement en temps de covid. Donc depuis la pandémie, avec les restrictions, d'entrée aux frontières, cette demande au point d'entrée, malheureusement, n'est plus, possible pour les personnes qui viennent de beaucoup de pays, sauf justement
pour les personnes qui viennent des États-Unis. Donc c'est là où le fait que Sandrine habite aux États-Unis sera hyper intéressant pour la banque, puisque la banque va pouvoir faire le IMT dans le volet des talents mondiaux qui va prendre 2, 3, peut-être 4 semaines. Puis après, Sandrine, si elle habite près de la frontière, par exemple, elle va prendre sa voiture, elle va arriver au point d'entrée, puis là, elle va faire sa demande de permis de travail. C'est sûr qu'une demande en ligne, c'est bien puisque ça se fait avant de partir. Le travailleur n'est pas stressé, il sait qu'il aura la réponse quand il va partir, il peut prévoir son départ tranquillement. Après, l'inconvénient pour lui comme pour l'entreprise, c'est que c'est long. La demande en ligne, ça peut aller jusqu'à plusieurs mois en fonction du pays. Par exemple, en France, en ce moment, à peu près 2 mois, mais au Maroc, ça peut être beaucoup plus long, 4, 5, 6 mois. La demande, au point d'entrée, ça a cet avantage d'être instantané, mais c'est sûr que c'est un peu plus stressant pour certains travailleurs qui, s'ils ne connaissent pas ce système, ne se sentent pas, à l'aise avec ça et c'est là où l'intervention, d'un expert prend, beaucoup son sens. C'est que, nous, on va pouvoir justement, constituer le dossier de manière à ce qu'il y ait le moins de risques possible, qu'il y ait tous les documents, et que votre futur employé soit le moins, stressé, possible. Maintenant, une question, je pense que vous allez avoir souvent de vos candidats, ça va être: «Oui, mais ma famille, qu'est-ce qui se passe pour ma famille? Est-ce qu'ils peuvent m'accompagner?» Et justement, c'est une question qui est très, très importante puisqu'on le sait, l'expatriation, oui, c'est une aventure professionnelle, mais c'est aussi une aventure personnelle et donc la famille, c'est important. Dans le cas de Sandrine, comment ça se passe? On rappelle, elle a un conjoint de fait et elle a 2 enfants, 8 ans et 19 ans. Pour son conjoint de fait, elle peut obtenir un permis de travail ouvert qui sera de la même durée que son permis à elle. Un permis de travail ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Jean, il pourra ne pas travailler s'il veut pas travailler. Il pourra travailler pour un employeur à temps plein ou à mi-temps ou il pourra même être autonome. Donc ça laisse vraiment une flexibilité, assez grande et très intéressante, pour les employés et pour les employeurs aussi, parce que c'est important justement pour l'employé. La chose auquel il faut faire attention, c'est qu'ils sont conjoints de fait, ils ne sont pas mariés. Conjoints de fait, ça veut dire quoi? Selon la définition des règles d'immigration, ça veut dire qu'ils ont vécu au moins 12 mois, ensemble, et il faut pouvoir le prouver. C'est justement là où vient la difficulté. Il faut avoir la bonne documentation pour prouver la réalité, de cette relation, et qu'ils soient vraiment considérés comme conjoints de fait et donc pouvoir bénéficier de ce permis de travail ouvert. Pour les enfants, pour celui qui a 8 ans, en principe, il n'a pas besoin de permis d'études. Des fois, pour des personnes de cet âge-là, ils ont quand même besoin de permis d'études, mais ça sera du cas par cas. Par contre, pour celui qui a 19 ans, lui, il est majeur, donc il a fini ses études, secondaires, donc il va passer au post-secondaire et là, il a vraiment besoin, d'un permis d'études. Donc il va pouvoir, faire cette demande, de permis d'études en demandant avant aussi un certificat d'acceptation, du Québec pour études. Donc pour Sandrine, juste pour vous faire un petit récap, Sandrine, elle peut arriver en principe avec un volet talents mondiaux. Elle peut faire sa demande de permis de travail, au point d'entrée et sa famille peut l'accompagner. Donc ça se passe plutôt bien pour Sandrine. Maintenant, on se demande aussi, comment ça se passerait si Sandrine était déjà au Canada et si elle était employée par un autre employeur? Ça, c'est une question, qui arrive souvent, puis surtout en ce temps de Covid, recruter à l'étranger, c'est quand même moins commun, donc on essaie de recruter en local, mais souvent il y a une pénurie, donc on a souvent, ce cas de figure où on va, être en contact avec un candidat qui, est déjà au Québec, mais qui n'est ni canadien ni résident permanent. Donc dans ces cas-là, comment on fait? La première étape à faire, comme d'habitude, ça va, être de recueillir toutes les informations, nécessaires, par rapport, à Sandrine. Donc encore son passeport, mais surtout aussi son statut au Canada. Donc quel statut elle a actuellement? Ça, c'est quelque chose que tout employeur doit faire quand il recrute quelqu'un. Si c'est clair et net que la personne est canadienne, bon voilà, mais si c'est un ressortissant étranger, vous devez vérifier le statut de cette personne pour déterminer si vous avez le droit de l'embaucher directement ou si vous devez faire des démarches particulières. Justement, par rapport, à ça, Sandrine, par exemple, dans notre cas fictif, peut-être qu'elle a un permis ouvert puisque Sandrine, elle est française. Donc peut-être qu'elle a un PVT qui a un permis vacances-travail et c'est un permis ouvert. Si c'est le cas, l'employeur, peut l'embaucher directement. Mais peut-être qu'elle a un permis de travail, fermé. Donc fermé, c'est ce qu'on utilise qui est utilisé par beaucoup de personnes, mais réellement le terme officiel, c'est un permis lié à un employeur. Ça veut dire qu'on va devoir faire des nouvelles démarches puisqu'on
qu'on n'a pas le droit d'employer Sandrine alors qu'elle est liée à un autre employeur. Donc là, on doit faire des démarches particulières. Et comme d'habitude, on doit déterminer la meilleure catégorie. Là, on peut soit reprendre la catégorie qu'on avait dit avant, qui est le volet des talents mondiaux. Ça marche très bien pour des personnes qui sont aussi au Canada. Mais Sandrine, elle a peut-être une autre procédure qui s'ouvre à elle, qui serait une demande de permis de travail dispensé de IMT en vertu du code de dispense A75. Donc ça, c'est le cas où une personne a été sélectionnée par le Québec dans le cadre d'une demande de résidence permanente. Ça nous permet de faire une demande de permis de travail qui est liée à un employeur, mais qui est vraiment simplifiée puisqu'elle est dispensée de IMT. Donc ça, c'est vraiment un réflexe que vous pouvez avoir en tant qu'employeur de vérifier si la personne a déjà fait sa demande de certificat de sélection du Québec, si elle a obtenu ce certificat, si oui, vraiment, cette procédure est à privilégier puisqu'elle est plus simple. Ensuite, un point qui est quand même important, c'est que souvent, en tant qu'employeur, vous allez vous dire, oui, la personne est déjà au Québec, mais en fait, je dois refaire les procédures dès le début. Ça va être long, je ne peux pas l'embaucher tant que je n'ai pas la réponse du permis de travail. Ça ne me tente pas de faire comme ça. Je préfère avoir quelqu'un que je peux embaucher directement. Ça, c'est quelque chose qui a été remarqué par les autorités durant la pandémie Covid. D'un coup, ce n'était plus possible de recruter à l'étranger, ou en tout cas très, très limité. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi et les employeurs avaient besoin de ressources, mais se trouvaient face à des difficultés, à des délais vraiment très longs. Donc, il y a une nouvelle procédure de préautorisation qui permet à certains travailleurs de rejoindre leur nouvel employeur avant même d'avoir reçu le permis de travail final. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage qui a été mis en place par le gouvernement. Donc, je vous invite à en profiter. C'est vraiment une très, très bonne démarche. Donc, vraiment, pour Sandrine, si elle est au Canada, ça peut se passer assez rapidement, assez bien. Si elle a déjà été sélectionnée par le Québec, on lui fait un permis à 75 avec une préautorisation. À ce moment-là, ça peut être fait très, très, très rapidement. Si elle n'a pas encore été si elle n'a pas été sélectionnée par le Québec, pardon, à ce moment-là, on peut lui faire une EIMT volet talents mondiaux. Puis ensuite, elle fait sa demande de permis de travail et on demande la préautorisation pour qu'elle puisse venir rejoindre l'employeur au plus vite. Ce qu'il faut garder en tête pour des personnes qui sont au Canada, ça va être le statut actuel comme on en a parlé et notamment l'expiration du permis. Si quelqu'un a un permis expiré et qu'ils n'ont pas fait de nouvelles demandes, ils ne sont pas autorisés à travailler. Et donc vous ne pouvez pas les embaucher. Donc ça, c'est très important. Attention, ne jamais laisser un permis expirer sans faire une nouvelle demande de permis de travail ou de statut de visiteur ou de statut d'étudiant. Ça, c'est très, très important. Donc voilà pour Sandrine. Ensuite, on passe à notre deuxième cas qui du coup est Alberto qui lui est infirmier auxiliaire. Donc la résidence pour aînés Les Étoiles a reçu le CV d'Alberto qui est déjà infirmier auxiliaire mais qui lui se trouve aux Philippines. Vu la pénurie de main-d'œuvre dont on entend souvent parler, la résidence voudrait l'embaucher à la fois comme infirmier auxiliaire et comme adjoint administratif. Là, ce qui est important, à savoir déjà un point dont on doit parler, c'est le fait que l'entreprise veut l'embaucher pour faire 2 postes. Ça, malheureusement, c'est pas vraiment possible. Quand on vient au Canada, on doit rentrer dans une catégorie bien précise de postes, comme je vous disais tout à l'heure, via la classification nationale des professions. Et donc, c'est important qu'on soit qualifié pour ce poste-là, qu'on ait bien les missions qui soient bien définies par l'employeur. Donc, faire les 2, malheureusement, c'est pas vraiment possible, il faut choisir. Comme pour Sandrine, on recueille les informations nécessaires, on vérifie les qualifications. Là, la petite chose à prendre en compte également, c'est le fait qu'ils veulent embaucher Alberto comme infirmier auxiliaire. Le problème avec ça, c'est que il y a un ordre des infirmiers et des infirmières au Québec et qu'on ne peut donc pas exercer en tant qu'infirmier si on ne fait pas partie de cet ordre-là. Donc, c'est un peu compliqué de le faire quand on vient de l'étranger. Donc là, c'est une question que l'employeur doit se poser. Est-ce qu'on se lance dans ce processus-là? Ou est-ce qu'on propose à Alberto des missions qui ne rentreraient pas dans la qualification d'infirmier, comme par exemple préposé aux bénéficiaires, qui permettrait quand même à Alberto de venir ici pour travailler, puis la résidence d'avoir une aide quand même qui est très importante. Donc ça peut être une option pour éviter toutes les démarches avec l'ordre qui sont quand même assez longues. Là aussi, ce qu'on va regarder, ça va être le salaire qu'il
lui est offert. On n'en a pas parlé avant, mais quand on passe par des programmes d'immigration, il y a des minimums de salaire à respecter puisque on recrute à l'étranger parce qu'on a un besoin spécifique, pas parce qu'on veut payer moins cher. Du coup, il y a vraiment un minimum pour le salaire à respecter. Pour Alberto aussi, on vérifie l'admissibilité. Puis pour lui, ce qui va entrer en jeu, c'est la visite médicale. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on vient de certains pays, on doit passer une visite médicale. C'est le cas des Philippines. Donc lui devra passer cette visite-là. Pour la procédure la plus appropriée, justement, c'est quelque chose qu'on entend souvent au Québec, au Canada de manière générale, mais au Québec particulièrement. Il n'y a pas assez d'infirmiers, d'infirmières. On a une vraie pénurie. Même dans le secteur médical, il n'y a pas assez. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon, si c'est le cas, alors il doit vraiment avoir des programmes spécifiques qui facilitent les procédures. Il y en a un petit peu. Pour le Québec, spécifiquement, il y a une demande de IMT qu'on appelle une IMT à traitement simplifié qui facilite les démarches pour certains postes et il y a plusieurs postes du secteur médical qui font partie de cette liste-là. C'est notamment le cas des infirmiers auxiliaires. Après, ce n'est pas gagné d'avance avec toute l'histoire de l'ordre comme on discutait avant. Après, il y a aussi, durant la pandémie, le gouvernement a mis justement les postes de préposés aux bénéficiaires sur une liste priorisée, puisqu'ils connaissent justement l'importance de ces postes-là. Quelque chose aussi dont on n'a pas discuté avec Sandrine, ça va être les procédures de sortie. C'est vrai que quand on recrute quelqu'un à l'étranger, il y a beaucoup de procédures à faire pour venir au Canada, mais ce qu'on ne réalise pas toujours, et ce que l'employé malheureusement ne réalise pas toujours, c'est qu'il y a des procédures à faire pour sortir des pays. Donc c'est important d'avoir cette expertise puis ça fait partie de notre travail en tant qu'expert en immigration, c'est de faire des vérifications par rapport au pays où la personne se trouve et duquel elle va partir. En fait. Là, il se trouve que pour les Philippines, il y a une procédure de sortie à respecter. On ne peut pas juste sortir du pays comme ça. Je peux aussi vous donner l'exemple du Maroc, par exemple, où, alors, je ne suis pas certaine à 100% que c'est encore d'actualité, mais je pense vraiment que c'est encore le cas. Pour sortir du Maroc en temps de pandémie Covid, il faut une autorisation, puisqu'il faut un motif valable. Donc, c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. C'est sûr qu'en tant que résident canadien et québécois, on ne sait pas que pour sortir des Philippines, il faut faire une procédure spécifique, pareil pour le Maroc. Donc, c'est quelque chose qu'en tant qu'expert en immigration, il est important de vérifier avant de commencer la procédure, parce que sinon, votre employé va prendre son billet d'avion, il va essayer de se rendre à l'aéroport, et à l'aéroport, on va dire, non, vous n'avez pas l'autorisation pour sortir, et ça va lui coûter beaucoup d'argent et potentiellement vous coûter beaucoup d'argent aussi. Une question qu'on très souvent également, les employeurs, c'est combien de temps ça va prendre? Et ça, c'est tout à fait légitime parce que quand on recrute quelqu'un, c'est parce qu'on en a besoin. Donc forcément, on en a besoin souvent à court terme. On sait que l'immigration, c'est un processus qui est quand même assez long. Là, dans ce cas-là, généralement, ce qu'il faut faire, ça va être de compter les 2 étapes. Donc la première étape qui est la demande de IMT et de sélection temporaire, donc de CAQ. Ça, c'est l'étape 1. En ce moment, à peu près 2 mois. Puis la deuxième étape, ça va être la demande de permis de travail et en fait le délai de la demande de permis de travail dépend du pays dans lequel la demande est faite. Donc ça va être important aussi, c'est-à-dire c'est aussi un critère que vous allez prendre en considération. Si vous allez recruter quelqu'un, je ne sais pas, du Maroc où ça prend 6 mois pour le permis de travail versus quelqu'un, je ne sais pas, je dis vraiment au hasard, de la Finlande où ça prend 3 semaines. Si vous avez besoin de quelqu'un rapidement, peut-être qu'il faut prendre quelqu'un qui est en Finlande, en fait. C'est juste pour vous expliquer qu'il y a beaucoup de critères qui vont influencer la procédure. Nous, on est là justement pour vous guider sur ces différents critères et pour essayer d'optimiser les délais, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont entrer en jeu dans le délai final, en fait. Je pense qu'on peut passer à notre première période de questions. Anissa, est-ce que tu as des questions dans le chat?
Oui, merci Cécile, c'est très intéressant. En fait, tu viens de répondre un peu à la question qu'on vient de recevoir. C'était l'obtention de permis de travail dure combien de temps et est-ce qu'il y a des pays où le permis prend plus de temps pour l'obtention? Donc, on vient de voir que l'obtention du permis de travail, oui, va dépendre du pays. Par contre, pour la durée du permis de travail, je pense que tu peux répondre à cette question. Ouais. Alors pour la durée du permis de travail, ça va dépendre de plusieurs choses. La première, c'est la catégorie de permis de travail que vous allez choisir qui va être applicable à votre employé. Si c'est une procédure de jeune professionnel, par exemple, le maximum, c'est 2 ans. Voler talents mondiaux, c'est 2 ans. Une EIMT, on peut faire 3 ans. Ça va vraiment dépendre de la catégorie. Une mobilité intragroupe, ça peut être limité à 1 an, par exemple. Donc ça va dépendre de la catégorie. Puis la deuxième chose à prendre en compte, c'est aussi le type de contrat que vous offrez à votre candidat, à votre futur employé. Si vous décidez de ne l'employer que pour 6 mois, ben, la demande de permis de travail, enfin le permis de travail, pardon, sera de 6 mois. Donc ça va vraiment dépendre de vous, de ce que vous offrez et de la catégorie qui est applicable. Puis juste une petite précision que j'aimerais faire aussi, c'est que quand on fait une demande de permis de travail, c'est une demande pour un statut temporaire au Canada. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que les agents veulent être convaincus que l'employé va venir de manière temporaire. Ça ne veut pas dire que l'employé ne s'imagine pas être résident permanent un jour, mais ça veut dire qu'il va respecter les termes de son permis de travail et que si son permis est expiré et qu'il n'en a pas demandé de nouveau, bah, il va rentrer dans son pays d'origine. Ça, c'est important aussi parce que si vous demandez un permis de 3 ans pour une mission qui est vraiment courte, ça peut causer des questions dans la tête de l'agent qui va se dire bah, pourquoi et ça peut causer un refus ou alors au moins des questions supplémentaires qui vous seront posées par l'agent et donc encore une fois une perte de temps. D'accord, merci. On va passer à la prochaine question, puis sinon les autres, on va les garder pour la période de questions OK. finales. Donc, la question que j'ai, c'est si on choisit la procédure de jeune professionnel ou PVT qui ne demande pas de IMT, est-ce que cela n'accélère pas la procédure, en fait? Alors si, ça accélère vraiment la procédure. Toutes les catégories de permis de travail qui vont être dispensées de IMT vont largement accélérer la procédure parce que comme le nom l'indique, on est vraiment dispensé de cette première étape, ce qui va nous faire sauver beaucoup de temps puisque pour rappel, une procédure classique, on va dire, d'abord la demande de IMT, ensuite la demande de permis de travail. Pour une demande dispensée de IMT, pouf, ça part, on reste qu'avec la demande de permis de travail. Après, il y a aussi le volet talents mondiaux qui, lui, va vite en fait. Donc là, ça sera aussi de regarder entre une procédure volet talents mondiaux qui va très vite, oui, c'est une EIMT, mais elle va très vite. Une autre procédure qui est dispensée de EIMT ne va pas forcément aller plus vite que ça. Donc, encore une fois, du cas par cas, mais si on généralise, oui, on peut dire qu'une procédure dispensée de EIMT comme le jeune pro va aller plus vite qu'une procédure avec EIMT. OK, donc on peut continuer avec la suite, et là on va parler, de notre chère pandémie Covid. Parce que je pense que vous devez être tous au courant. Il y a eu des mesures spéciales qui ont été, mises en place, et notamment par rapport, aux frontières. Donc comme vous devez le savoir, les frontières sont fermées, mais il y a des exemptions, d'entrée qui ont été mises en place. C'est le cas notamment, pour des personnes qui viennent pour travailler, donc c'est-à-dire pour un motif essentiel, qui disposent soit déjà d'un permis de travail ou d'une lettre d'introduction, c'est-à-dire d'une acceptation de leur demande de permis de travail. C'est sûr qu'il faut respecter toutes les autres engagements, mais c'est une exception. Ces personnes peuvent venir puisqu'elles voyagent pour un motif essentiel. Une question importante aussi pour vous en tant qu'employeur, ça va être la famille de ces employés, justement. La famille peut venir aussi, dès lors qu'ils viennent pour un motif essentiel comme accompagnés. Ils ne peuvent pas juste venir pour voyager 2 semaines puis après, revenir dans le pays d'origine. Donc il faut qu'ils viennent pour un motif essentiel et il faut qu'ils obtiennent une autorisation, d'IRCC, donc le ministère, de l'Immigration, qui se fait par courriel assez, rapidement et simplement, mais c'est nécessaire d'avoir cette autorisation, sinon l'entrée au Canada pourrait être refusée. Sinon, à part la fermeture des frontières, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été mises en place pour limiter la propagation de la Covid-19 et notamment tout ce qui est quarantaine. La quarantaine s'est mise en place depuis mars 2020. Là, ça a été très, très rapidement mis en place. La première chose, c'est de prévoir un plan de quarantaine. Donc,
où est-ce qu'on va faire la quarantaine, comment on va, se nourrir, comment on va avoir des médicaments si jamais on est malade, et cetera, et cetera. Ça, c'est des informations qu'on va indiquer dans l'application ArriveCan. L'application ArriveCan a été mise en place par le gouvernement il y a quelques mois, pour faciliter l'entrée au Canada justement, et on va y mettre comme renseignement la date de voyage, le motif du voyage, le billet d'avion, le lieu où on va faire la quarantaine, et cetera. ArriveCan, c'est pas, une option, c'est obligatoire à utiliser sauf dans des cas, très, très particuliers. Donc c'est quelque chose que votre, employé, doit savoir quand il se rend au Canada, que ça soit, la première fois, ou pas d'ailleurs, hein. D'autres choses à savoir, ça va être par rapport au test. Maintenant, 72 heures avant le vol vers le Canada, il faut effectuer un test, PCR, pour, la covid. On trouve beaucoup de renseignements là-dessus, en ligne justement, mais c'est, vraiment une obligation pour les personnes qui ont, plus de 5 ans, donc même pour les enfants, la famille, des employés, c'est aussi quelque chose, à prévoir. Ensuite, on prend son avion, puis on arrive et là, on fait un deuxième test. Il y en a 3 en tout, donc on fait un deuxième test. Bien sûr, on va chercher son permis de travail si c'est le cas, on récupère ses valises, puis on récupère aussi ce qu'on appelle un kit, d'autotest que, l'employé va devoir faire 8 jours après, son arrivée. Donc au 8e jour de sa quarantaine, il va faire un autotest, en vidéoconférence avec un infirmier ou une infirmière qui va lui expliquer comment faire. Puis quelqu'un va ensuite venir chercher ce test-là pour pouvoir l'analyser, pardon, et vérifier que cette personne n'est pas infectée de la covid. Donc il y a vraiment 3 tests en tout. Par rapport à la quarantaine, il y a tout d'abord 3 jours en hôtel, donc un hôtel approuvé par le gouvernement qu'il faut réserver avant l'arrivée, bien entendu. C'est quand même des frais, je pense que vous en avez entendu parler dans les médias, là, ça fait beaucoup parler. C'est des frais assez lourds, pas aussi lourds qui avaient été annoncés dès le début à 2 000 $ par personne, mais quand même, je pense que pour une personne célibataire, ça dépend vraiment, mais à peu près entre, 700 et 1 200 $. Puis si on rajoute la famille, c'est un peu plus cher, mais c'est pas doublé, hein, parce qu'ils partagent une chambre, donc quand même. Puis après ce séjour à l'hôtel-là, il y a vraiment la quarantaine qu'il faut terminer et ça, c'est important, de le savoir. La quarantaine au Canada, c'est pris très, très au sérieux. Il y a des contrôles qui se font par téléphone, par courriel ou même en personne par des agents qui ont été, employés, vraiment pour cet effet. Donc important de respecter ces règles-là. Puis, au bout des 14 jours, si la personne a bien reçu le résultat négatif de son test du 8e jour, la personne peut sortir et enfin prendre l'air, ce qui est plutôt agréable après, 14 jours, de quarantaine. Ensuite, il n'y a pas que, des mesures qui ont été mises en place par rapport à la quarantaine, il y a aussi des mesures qui ont été mises en place, au Canada par le gouvernement, justement des politiques d'intérêt spéciales pour faciliter et contrer un peu toutes les complications qui ont été engendrées par la pandémie. Donc comme on en a parlé, vraiment il y en a beaucoup, donc je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous parler de quelques-unes de ces mesures. La première, c'est comme je vous disais tout à l'heure, dans le cas de Sandrine qui est déjà au Canada, c'est la préautorisation de changement d'employeur. Donc si vous voulez changer d'employeur, ou si vous avez un candidat qui veut venir travailler chez vous, il peut faire sa nouvelle demande de permis de travail et faire une demande de préautorisation, en parallèle, et venir travailler chez vous assez rapidement. Sinon, l'autre mesure qui a été mise en place et puis c'est ça qui est vraiment une très, très bonne mesure, c'est la possibilité pour les personnes sous statut visiteur de faire une demande de permis de travail en ligne depuis le Canada. Avant la pandémie, faire une demande en ligne en tant que visiteur depuis le Canada, ce n'était pas possible, donc il était, obligatoire de sortir et de re-rentrer du Canada. Là, c'est sûr qu'avec la pandémie, on veut vraiment éviter ça, donc c'est pour ça que ça a été permis pour les visiteurs de faire une demande depuis le Canada. Vous, si jamais vous trouvez, un candidat intéressant qui est déjà au Canada, mais sous statut visiteur, vous pouvez faire une demande de permis de travail, donc c'est, très, très intéressant. Et enfin, la dernière mesure dont j'aimerais vous parler, c'est, la dispense de biométrie. Hem, Quand on fait une demande pour le Canada, on doit fournir ses données biométriques, que ce soit résident permanent ou résident temporaire. C'est sûr que, les biométries ont une validité de 10 ans, mais des fois, on doit quand même les refournir dans des cas très, très particuliers. Là, il y a eu une dispense qui a été mise en place pour certains cas, puisque justement, les centres étaient fermés pendant assez longtemps, que ça soit à l'étranger, mais surtout, au Canada, ils ont été fermés. Maintenant, ça recommence un peu, pour certains cas, et donc ils voulaient éviter que des personnes voyagent à l'étranger
l'étranger juste pour aller fournir leurs données biométriques dans un autre pays, puis après re-rentrer au Canada et éventuellement ramener avec eux la COVID, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Donc c'est une dispense qui est aussi très intéressante, puisque si jamais on n'avait pas dispensé la collecte des biométriques dans certains cas, certaines personnes auraient été bloquées en fait, puisque ça bloque le processus du permis de travail, du permis d'études, etc. Donc je pense que c'est tout. On a peut-être une deuxième période de questions. Anissa, si il y a des questions. Pour l'instant, j'en ai qu'une. OK. La question est, est-il nécessaire d'avoir une autorisation de sortie depuis l'Algérie? Alors ça, j'ai pas l'info parce que ça fait quelque temps que j'ai pas fait une procédure qui sort de l'Algérie. Par contre, ce que je peux faire simplement, c'est faire les recherches, puis après, vous pouvez peut-être me contacter par courriel. Là, j'ai mon adresse qui apparaît sur l'écran. Vous pouvez me contacter et moi, je vais regarder et vous tenir au courant, parce que ce sont des règles qui changent assez régulièrement, puis qui dépendent vraiment des pays. Donc, même si j'aimerais bien connaître toutes les règles de tous les pays, c'est pas le cas là à l'instant, mais je pourrais revenir vers vous pour cette question. Oui, c'est clair, c'est pas évident. Je n'ai pas d'autres questions. Par contre, on voit bien ton adresse courriel, cécile.lecolier@coptalis.com, et celle de Mélanie, qui n'a pas réussi à se connecter malheureusement aujourd'hui. Je vous invite à contacter Cécile ou Mélanie si vous avez des questions plus personnelles, parce qu'on s'entend, l'immigration, parfois, c'est très personnel. Puis, on vous souhaite une excellente journée. Cécile, je te laisse le mot de la fin. Oui, bah, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Vraiment, comme le dit Anissa, n'hésitez pas à nous poser les questions, ça nous ferait plaisir de vous aider. Puis, j'espère vous voir bientôt pour un autre webinaire. Bonne journée à tous, au revoir.